Nous allons maintenant parler de la modernisation des méthodes d'authentification pour les applications Power Builder. Pourquoi cette présentation? Comme vous le savez, il y a de plus en plus d'attaques, elles sont de plus en plus fréquentes et préjudiciables. Il est donc essentiel d'augmenter le niveau de sécurité et de moderniser vos méthodes d'authentification. Si vous utilisez Power Builder depuis des années, il est probablement compliqué de modifier les applications existantes. Nous allons donc voir comment faciliter cette transition en utilisant des fonctionnalités de sécurité prêtes à l'emploi fournies par VisualGuard. Nous verrons d'abord comment intégrer votre application avec Active Directory pour authentifier les utilisateurs avec leur compte Windows. Nous verrons ensuite comment mettre en œuvre le Single Sign-On, l'authentification unique, et pour augmenter encore le niveau de sécurité, comment implémenter l'authentification multifacteur, dans laquelle on utilise le mobile ou l'email de l'utilisateur pour confirmer son identité. Comment mettre en œuvre OAuth 2, OpenID, ou l'authentification par token. Et au-delà de l'authentification, une fois l'utilisateur authentifié, nous verrons comment exploiter d'autres fonctionnalités prêtes à l'emploi. Pour n'en citer que deux, vous pourrez enregistrer et auditer les opérations des utilisateurs, c'est-à-dire créer une trace pour que les auditeurs puissent examiner a posteriori ces opérations, ou surveiller en temps réel ce qui se passe dans l'application. Vous pourrez également déléguer certains droits d'administration à des responsables. Ils pourront gérer la sécurité de leurs collaborateurs dans les limites que vous aurez fixées. Un mot sur VisualGuard avant de voir comment utiliser ces fonctionnalités. Tout d'abord, il utilise un référentiel qui est créé automatiquement après l'installation. C'est une base de données qui contient toutes les informations de sécurité, les comptes utilisateurs, leurs autorisations, la trace de leurs activités, etc. Son accès est protégé par un serveur nommé Identity Server. Il gère le processus d'authentification, valide les informations d'identification, délivre des tokens pour les authentifications qui en ont besoin, etc. L'administrateur utilise une console fournie par VisualGuard. Elle lui permet de gérer les comptes utilisateurs, de définir certains paramètres et de gérer leurs habilitations. En production, quand l'utilisateur veut accéder à l'application, un composant fourni par VisualGuard intercepte sa tentative de connexion. C'est en fait un ensemble de librairies qui seront intégrées à votre application pour en gérer la sécurité de l'intérieur. Ces librairies communiquent avec Identity Server pour gérer le processus d'authentification. Aujourd'hui, nous nous concentrerons sur ce point, qu'il s'agisse de l'authentification par mot de passe, de Windows SSO, de OAuth, etc. Lorsque l'identité de l'utilisateur est confirmée, vous pouvez charger la liste des rôles et ou des permissions de cet utilisateur pour les appliquer. Il peut s'agir de permissions qui existent déjà dans votre application, et dans ce cas, vous ne changez rien, ou vous pouvez également définir des permissions avec VisualGuard. Les deux options existent et vous pouvez choisir l'une ou l'autre en fonction de vos besoins. Ensuite, votre application s'adapte aux permissions de l'utilisateur. Vient enfin la troisième partie gérée par VisualGuard. Toutes les opérations sensibles sont tracées et enregistrées dans un log, ce qui permettra aux auditeurs, aux contrôleurs ou aux responsables de passer en revue les opérations ou de les surveiller. Ils pourront vérifier ce qui se passe en temps réel ou l'auditer a posteriori avec un observateur d'événements et des rapports pour voir qui a fait quoi, quand, etc. Tout est prêt à l'emploi. C'est une implémentation sans code. Vous commencez par installer la console VisualGuard, ce qui permet de créer le repository contenant les informations de sécurité et de configurer Identity Server. Enfin, vous intégrez les librairies dont nous avons parlé dans l'application Power Builder, vous instanciez le moteur de VisualGuard, et c'est tout. Vous pouvez alors utiliser toutes les fonctionnalités offertes par VisualGuard, à commencer bien sûr par les méthodes d'authentification. Commençons par l'utilisation des comptes Windows. L'intégration avec Active Directory offre un certain nombre de possibilités. Tout d'abord, vous pouvez authentifier les utilisateurs avec leur compte Windows, ce qui remplacera le processus traditionnel d'authentification par login et mot de passe avec une table utilisateur stockée dans votre base de données. Dans ce cas, l'identité de l'utilisateur est définie dans Active Directory et il réutilise ses identifiants Windows, les mêmes que ceux qu'il utilise pour démarrer sa session Windows. En option, vous pouvez donner des habilitations à son compte Windows pour définir ce que l'utilisateur peut faire dans votre application. Si vous avez déjà des permissions enregistrées dans votre application, vous pouvez les relier à un compte Windows.
mais vous pouvez également créer de nouvelles autorisations avec VisualGuard. Il existe pour cela de nombreuses possibilités de modifier dynamiquement le comportement de votre application, mais c'est une autre histoire et aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur l'authentification. Si vous voulez en savoir plus sur ce sujet, vous trouverez des informations sur le site de VisualGuard. Vous pouvez aussi donner des habilitations à tout un groupe Windows plutôt qu'à des comptes individuels. Là encore, il peut s'agir de permissions qui existent déjà dans votre application ou que vous définirez avec VisualGuard. Quand vous donnez des habilitations à un groupe Windows, toute personne appartenant à ce groupe reçoit automatiquement ces habilitations. En option, vous pouvez aussi gérer vos comptes et groupes Windows depuis la console de VisualGuard. Évidemment, cela nécessite des privilèges suffisants, mais vous pouvez alors créer, modifier, supprimer des comptes Windows et leurs propriétés à partir de la même console qui vous permet de gérer la sécurité de vos applications. Dernier exemple, vous pouvez lire les attributs des comptes Windows définis dans Active Directory. Ça peut être le nom de l'utilisateur, son numéro de téléphone, son responsable, son service, etc. Vous pourrez alors utiliser ces attributs dans votre application Power Builder, aussi bien pour la logique de sécurité que pour la logique métier. Pour vous montrer comment ça marche, je vais utiliser la console VisualGuard qui est installée sur mon poste. Et ici, on trouve le référentiel. Et dans ce référentiel, j'ai déclaré mon application Power Builder. Puis, à l'intérieur de cette application, j'ai déclaré un certain nombre de rôles. Un rôle peut contenir plusieurs habilitations, qu'il s'agisse d'habilitations déjà codées dans votre application ou de nouvelles que vous définissez avec VisualGuard. Je vais maintenant ajouter un compte Windows et lui donner un rôle pour accéder à mon application Power Builder. Je viens donc ici et j'ajoute simplement un ou plusieurs comptes ou groupes Windows en recherchant dans Active Directory. Pour cet exemple, j'utiliserai simplement un compte Windows local. C'est celui avec lequel je suis connecté en ce moment. Et pour donner à ce compte accès à certaines applications, je dois sélectionner des rôles. Dans le cas de l'application Power Builder, je lui attribue le rôle d'administrateur, ce qui revient à lui donner toutes les permissions. Quand j'ai terminé, je vois le compte utilisateur ici, et je peux à tout moment modifier ses détails, autrement dit son rôle. Vous voyez donc que pour cette application Power Builder, j'ai le rôle d'administrateur, et qu'il y a des fonctionnalités supplémentaires que je pourrais exploiter plus tard. Mais pour l'instant, restons simples. Et maintenant, pour lancer l'application, je dois simplement saisir le même mot de passe que j'utilise pour démarrer ma session Windows. Je suis connecté avec cet utilisateur et j'ai ce rôle pour cette petite application Power Builder. Je peux donc continuer ainsi et déclarer d'autres comptes ou groupes Windows tout en leur attribuant des rôles pour accéder à certaines applications avec des droits d'accès limités. Sur ce nœud, il est possible de déclarer des groupes d'utilisateurs qui reflèteront la structure de mon entreprise. Dans ce cas, j'ai déclaré des divisions qui comportent des départements. Et en dessous de chaque département, j'ai créé un groupe par fonction dans ce département. En introduisant la notion de groupe entre le compte Windows et le rôle d'application, on ouvre un large éventail de possibilités. En particulier, si vous avez un très grand nombre d'utilisateurs, il est probable que vous ne voudrez pas leur assigner des rôles un par un parce que ce serait trop lourd à gérer. Au lieu de ça, vous pouvez créer un groupe, lui donner des rôles et placer dans ce groupe tous les utilisateurs ayant ces rôles. Vous dissociez ainsi la sécurité de l'application, c'est-à-dire les rôles et habilitations d'un côté, et la gestion des utilisateurs de l'autre côté. Chaque jour, de nombreuses personnes peuvent entrer et sortir de la société, et leurs comptes Windows seront placés dans les groupes appropriés par les administrateurs. Le groupe fait donc le lien entre la sécurité des applications et la gestion des utilisateurs. Vous avez deux possibilités pour implémenter ce concept. Laissez-moi vous expliquer. Tout d'abord, nous avons ici votre Active Directory avec tous les comptes utilisateurs. Un administrateur système ou un administrateur Windows met à jour au quotidien les comptes Windows des utilisateurs avec tous leurs détails. Et de l'autre côté, nous avons une équipe de développement en charge de l'application. Elle sait de quoi est composée l'application et définit donc les habilitations ou les rôles qui matérialisent les droits d'accès.
Il s'agit donc de gérer la relation entre le compte Windows, l'utilisateur, et les rôles de l'application. Et c'est là que le choix entre les deux modèles intervient en utilisant dans Visual Guard les groupes d'utilisateurs que j'ai mentionnés précédemment. Dans le premier modèle, vous déléguez à un chef de service ou à un responsable de la sécurité la responsabilité de définir des groupes d'utilisateurs, puis de leur attribuer des rôles. Ceci est fait une fois pour toutes, parce que si vous vous souvenez de la hiérarchie que j'ai créée avec des divisions, des départements et des rôles, eh bien, il y aura toujours un responsable dans le département des ressources humaines. En effet, même si les personnes changent dans l'entreprise, ce département et ce poste changeront rarement. La relation entre le groupe et le rôle est donc assez stable. Ensuite, vous pouvez définir le groupe comme nous l'avons fait dans la console pour dire OK, maintenant mon compte Windows, Christophe, doit accéder à cette application. Mais au lieu de donner directement un rôle à ce compte utilisateur, je place ce compte utilisateur dans le groupe qui possède déjà ce rôle. C'est donc la première possibilité, mais vous pouvez aller encore plus loin, car avec ce modèle, vous devez à chaque fois sélectionner le compte utilisateur et le déclarer dans le référentiel Visual Guard. Pour aller plus loin, vous pouvez demander au responsable d'Active Directory de définir le compte Windows ainsi que le groupe Windows auquel il appartient. D'un autre côté, nous avons toujours les rôles et les permissions. D'accord, ça ne change pas. Mais ce que vous pouvez faire, c'est placer non pas le compte de l'utilisateur dans le groupe Visual Guard, mais directement son groupe Windows. Et si vous faites cela, alors toute cette chaîne de boîtes que vous pouvez voir jusqu'au groupe Windows sera stable. Ça ne change pas au quotidien. Lorsque des personnes entrent et sortent de votre société, il n'y aura que les responsables d'Active Directory qui mettront à jour le compte Windows et le placeront dans le groupe Windows. Tout ce qui se trouve en dessous ne changera pas. La hiérarchie des groupes qui reflète la structure de votre entreprise ne change pas. Le rôle de ces personnes ne change pas. Et quotidiennement, de nouvelles personnes sont ajoutées à un groupe Windows et automatiquement, elles sont rattachées à un groupe Visual Guard, obtiennent automatiquement le rôle adéquat et l'accès à votre application. Ainsi, dès qu'un nouveau salarié arrive dans votre entreprise, il est déclaré dans votre Active Directory et c'est tout. Il a immédiatement accès à toutes les applications auxquelles il doit avoir accès. C'est un modèle très puissant, mais assez facile à mettre en œuvre avec la console Visual Guard. Voyons comment ça marche. Je commence par supprimer le rôle qui est accordé en direct à mon compte Windows. Je ne peux plus accéder à l'application Power Builder. Si j'essaye de me connecter, maintenant que je n'ai plus le rôle, j'ai évidemment un message d'erreur. Maintenant, si je reviens à cette hiérarchie de groupe, disons que ce compte Windows est associé à quelqu'un qui devrait être placé ici, dans ce groupe Windows. Je place donc ce salarié dans le groupe des managers du département RH. Et si je regarde ce département et ce groupe en particulier, je vois qu'il a déjà accès à un certain nombre d'applications, mais pas encore à l'application Power Builder. Pas de problème, il suffit de l'ajouter ici. Désormais, toute personne appartenant à ce groupe d'utilisateurs aura automatiquement accès à toutes ces applications. Et parce que mon utilisateur est déjà dans ce groupe, la prochaine fois qu'il accédera à l'application Power Builder, il disposera automatiquement d'un accès avec le rôle approprié, celui que nous avons défini ici et que nous avons accordé au groupe. Et vous pouvez voir ici qu'il y accède maintenant via le groupe Manager. Alors, quel est le point fort? Eh bien, les personnes qui gèrent les utilisateurs et les placent dans ces groupes n'ont pas besoin de connaître les applications, ce qu'elles font, quel rôle existe ou à quel utilisateur les attribuer. Ils n'ont pas besoin de savoir tout ça. Ils ont juste besoin de savoir que cet utilisateur est un responsable du département des ressources humaines et c'est tout. En plaçant l'utilisateur dans ce groupe, il obtient automatiquement et instantanément l'accès à toutes ces applications grâce au rôle accordé à ce groupe. Pour aller plus loin, nous allons implémenter le single sign-on, l'authentification unique, toujours en utilisant le compte Windows de l'utilisateur pour l'identifier. Les utilisateurs accéderont directement à l'application.
Ils n'auront pas besoin de fournir leurs identifiants Windows car nous réutilisons le compte avec lequel l'utilisateur a démarré la session Windows. On considère dans ce cas que ça suffit à vérifier son identité. Il suffit d'ajouter quelques lignes de code pour activer le single sign-on dans cette application et vous pouvez décider quand l'appliquer. Par exemple, vous pouvez considérer que le niveau de sécurité fourni par le SSO est suffisant pour certaines applications, alors que pour d'autres, plus sensibles, vous voulez que l'utilisateur saisisse ses identifiants à chaque connexion. C'est à vous de décider. Nous allons maintenant voir comment ça marche. J'ai donc ouvert l'application Sales Demo d'Appion, dans laquelle nous avons déjà intégré VisualGuard. Nous avons donc ajouté les librairies de VisualGuard que vous pouvez voir ici. Et j'ai ouvert ici l'événement Open de l'objet application pour définir quelques fonctionnalités de base au démarrage de l'application. On voit ici que nous avons implémenté l'authentification Windows avec quelques lignes de code et que nous affichons une fenêtre de connexion dans laquelle l'utilisateur entrera ses identifiants Windows. Si j'exécute maintenant l'application, je pourrais y accéder en entrant mon mot de passe Windows comme nous l'avons fait auparavant. Mais ce que je veux faire ici, c'est implémenter le single sign-on. Je vais donc commenter cette ligne et décommenter celle-ci. Et que va-t-il se passer dans ce cas? Comme vous pouvez le voir, nous allons vérifier si le compte Windows actuel est autorisé à accéder à l'application. Et si c'est le cas, nous ouvrirons alors l'application silencieusement sans demander les identifiants de connexion. Nous chargeons simplement le profil et les rôles de l'utilisateur et nous les passons à l'application qui va restreindre ses accès en fonction de ses rôles. Maintenant, si j'essaie, l'application démarre automatiquement et vous pouvez voir qu'il s'agit bien de mon PC et de mon compte Windows, avec le rôle administrateur que je lui ai attribué. Voilà donc comment fonctionne le SSO. Aucune question posée et accès direct à l'application si les droits nécessaires vous ont été accordés. Passons maintenant à un autre type d'authentification basé sur OAuth 2, qui est un protocole que nous pouvons utiliser pour l'authentification. Il ne s'agit pas d'un processus d'authentification par login et mot de passe, ni d'un processus d'authentification Windows, mais plutôt d'interopérabilité entre différents systèmes. Un système peut être un fournisseur d'identité, un système qui contient des comptes utilisateurs comme Active Directory, Facebook, Google, Okta ou autres. Si j'exécute maintenant l'application, je pourrais y accéder en entrant mon mot de passe Windows comme nous l'avons fait auparavant. Ensuite, d'autres systèmes pourront aussi demander à vérifier son identité pour lui donner accès à des ressources, des fichiers, des données, etc. Cette collaboration entre plusieurs systèmes utilise un protocole appelé OAuth. Il est destiné à authentifier l'utilisateur, puis à communiquer son identité, ses habilitations et éventuellement d'autres données relatives à cet utilisateur sans divulguer ses identifiants confidentiels auprès des autres systèmes. Prenons quelques exemples. Si vous développez une application Power Builder utilisée par un grand nombre d'utilisateurs, vous pourrez leur permettre de se connecter à votre application avec leur compte Google, Facebook ou Okta. Tout système d'identité qui supporte le protocole OAuth peut être utilisé. Vous pouvez autoriser ces comptes à accéder à votre application et leur attribuer des rôles pour contrôler ce qu'ils peuvent faire dans l'application. Vous pouvez également accéder à certaines informations de ces comptes, comme leur nom et leur email, si le propriétaire du compte vous a donné son consentement. Le deuxième exemple qu'on peut citer et qui est de plus en plus fréquent, c'est quand vous avez besoin d'accéder à des ressources sur un serveur, mais que ces ressources sont protégées. Le serveur vous demandera alors de transmettre le profil de l'utilisateur et vérifiera ses habilitations avant qu'il ne puisse effectivement y accéder. Un cas typique est celui d'une base de données, de fichiers ou de services web dont l'accès est protégé par une API web. Dans tous les cas, le serveur attendra de vérifier l'identité et les autorisations de l'utilisateur avant de lui donner accès. L'utilisateur devra donc d'abord s'authentifier auprès d'une application cliente, qui pourrait être votre application Power Builder. En arrière-plan, votre application aura besoin d'exploiter ou d'accéder à des ressources supplémentaires, qu'elles vous appartiennent ou qu'elles proviennent de systèmes ou de services web tiers.
Dans ce cas, l'identité de l'utilisateur et ses autorisations seront transmises à ce serveur qui vérifiera si l'utilisateur a le droit d'accéder à ces ressources supplémentaires. Le dernier exemple est celui des réglementations qui exigent d'obtenir le consentement de l'utilisateur avant d'accéder à des données sensibles. Si votre application traite ce type de données, par exemple des données financières, médicales ou personnelles, comme des noms, des emails ou des numéros de téléphone, vous devrez probablement demander son consentement à l'utilisateur. Vous aurez alors à implémenter OAuth. Avec ce protocole, on vérifiera l'identité du client, puis on lui demandera d'accorder les autorisations nécessaires. Votre application pourra alors accéder aux données de son compte. Nous venons de voir quelques exemples d'utilisation, mais il en existe beaucoup d'autres. Voyons maintenant comment ça marche en général. L'authentification basée sur un token fonctionne de la manière suivante. L'utilisateur se connecte à une application, qu'il s'agisse de votre client Power Builder ou d'une autre, et là, vous gardez le même processus d'authentification que d'habitude, que ce soit un login et un mot de passe, une authentification Windows ou une authentification multifacteur. C'est une authentification classique pour connaître l'identité de l'utilisateur. Ensuite, cette identité est envoyée à un serveur d'identité pour qu'il la vérifie et génère un token. Le token est en fait un fichier qui contient des données que l'on appelle aussi des claims. Les claims peuvent contenir des données sur l'utilisateur comme son identité ou ses attributs, mais on peut aussi utiliser les claims pour transmettre des autorisations. Autrement dit, ce que l'utilisateur a le droit de faire ou quel accès est autorisé pour cet utilisateur. C'est donc le serveur d'identité qui doit vérifier l'identité de l'utilisateur et générer ce token, parfois nommé bearer token, ce qui signifie porteur ou transporteur en anglais, parce qu'il transporte les demandes et les informations relatives à l'utilisateur. Il s'agit d'une sorte de valise contenant des informations confidentielles qui seront ensuite acheminées vers d'autres systèmes à chaque fois que l'on demandera un accès. Le serveur qui contient les ressources demandées recevra le token, l'ouvrira, vérifiera ces informations et contrôlera l'identité de l'utilisateur à l'aide d'un module d'authentification. Il regardera ensuite ses autorisations pour voir si l'utilisateur peut accéder aux ressources demandées et si c'est le cas, alors il permettra cet accès. Prenons un exemple concret. Nous devons accéder à l'API web générée par Power Server après qu'il ait transformé une application Power Builder client-serveur existante en une application cloud. Une fois transformée, une partie de l'application est exécutée en arrière-plan. Elle est protégée derrière l'API web. Évidemment, la base de données se trouve également derrière cette API web. Le client PB procède donc à l'authentification de l'utilisateur et lorsque l'application a besoin d'accéder à certaines données, elle doit obtenir l'autorisation de passer par l'API web pour accéder à la base de données. Pour cela, vous devrez générer un token et le transporter vers le serveur pour vérifier l'identité et les autorisations de l'utilisateur. Comment ça se passe? Nous avons un client Power Builder et à l'arrière-plan, Power Server qui exécute l'API web et les services du runtime. Et derrière, vous avez la base de données de l'application. Tout d'abord, l'utilisateur se connecte avec VisualGuard au client Power Builder de la même façon que d'habitude. Il peut s'agir d'un login et d'un mot de passe, d'une authentification Windows, du SSO, peu importe. Tout ce qui a été retenu comme méthode d'authentification du client est toujours valable à ce stade. Ensuite, VisualGuard envoie une requête au serveur d'identité pour authentifier l'utilisateur, vérifier ses informations de connexion et son identité. Si son identité est validée, le serveur d'identité génère un token, comme nous l'avons expliqué précédemment, et le renvoie au client. Le client conservera ce token tant que la session sera valide. Et chaque fois que le client devra accéder à des ressources protégées, que ce soit une ou plusieurs fois, il enverra une demande d'accès aux ressources avec le token contenant ces informations. Pour cela, VisualGuard interceptera la requête. Il vérifiera d'abord si le token est valide, puis il vérifiera si l'utilisateur a le droit d'accéder à l'API web et à quelles ressources il peut accéder. Et si tout est correct, dans ce cas, l'utilisateur peut accéder à la base de données ou aux ressources demandées. À tout moment, l'administrateur peut utiliser l'interface d'administration pour gérer le compte, créer de nouveaux comptes si nécessaire, leur attribuer des habilitations et gérer la sécurité. Le dernier type d'authentification dont nous allons parler aujourd'hui est le MFA. Pour cela, nous allons utiliser une autre console VisualGuard, la console web. Cette console est plutôt utilisée par les administrateurs qui gèrent les utilisateurs et la sécurité au quotidien.
alors que la console Windows, celle que nous avons utilisée jusqu'à présent, est utilisée par les développeurs pour définir les règles de sécurité. Dans cette console web, vous retrouverez donc les mêmes fonctionnalités que nous avons vues plus tôt. Vous verrez aussi les utilisateurs et toutes les applications. Comme nous l'avons vu, vous trouverez dans chaque application les rôles, les groupes, etc. L'acronyme MFA signifie Multifactor Authentication. Il s'agit d'une alternative au mécanisme d'authentification traditionnel qui n'utilise qu'un mot de passe. En effet, l'utilisation d'un mot de passe classique pose plusieurs problèmes. Comme vous le savez, les mots de passe simples sont trop faciles à craquer, et les mots de passe complexes ou très sécurisés sont généralement trop lourds à gérer. Il faut les définir en suivant une politique de mots de passe, s'en souvenir, les modifier fréquemment, ce qui varie d'un système à l'autre, etc. Et même les meilleurs peuvent être volés et utilisés illégalement pour accéder à votre compte. L'authentification multifacteur consiste à confirmer l'identité de l'utilisateur en utilisant deux ou plusieurs facteurs au lieu d'un seul mot de passe. Le facteur supplémentaire peut être quelque chose que vous possédez, comme un téléphone portable, ou être basé sur ce que vous êtes, comme la reconnaissance faciale ou les empreintes. Du coup, même si quelqu'un réussit à obtenir votre mot de passe, il aura toujours besoin d'un facteur supplémentaire pour accéder à votre compte. Les pirates auront alors beaucoup plus de mal à y accéder illégalement. VisualGuard propose plusieurs scénarios basés sur l'utilisation d'un téléphone portable ou d'un email. Vous pouvez par exemple envoyer des SMS. Dans ce cas, l'utilisateur entre son login et son mot de passe et reçoit un SMS sur son téléphone portable. Ce message contient soit un code, un mot de passe à usage unique qui, comme son nom l'indique, ne peut être utilisé qu'une seule fois, soit un simple lien. Dans ce cas, il suffit de cliquer sur ce lien pour pouvoir accéder au système. Le processus est similaire avec l'email de l'utilisateur, login, mot de passe, puis réception d'un email contenant un mot de passe à usage unique ou un lien sur lequel il doit cliquer pour accéder au système. Voyons comment ça fonctionne avec une démonstration simple. Nous allons commencer par configurer et activer le MFA pour l'ensemble du système. Nous verrons ensuite comment activer le MFA pour certains utilisateurs en fonction des besoins. Et enfin, nous verrons comment les utilisateurs peuvent enregistrer eux-mêmes leur mobile et leur email. Pour ça, nous allons utiliser la version web de la console d'administration de VisualGuard. Je dois d'abord me connecter en tant qu'administrateur, et si je veux définir les paramètres de l'authentification multifacteur à un niveau global, pour l'ensemble du système, je peux venir ici. On voit qu'il existe différentes options, différents canaux si vous voulez, que je peux activer ou désactiver pour envoyer un code par email ou SMS, ou encore un lien par email ou SMS. Je peux définir des Grace Login si nécessaire. Je peux ajouter quelques paramètres, définir le serveur d'identité et aussi quelques informations supplémentaires. Ça s'applique à toutes les applications définies dans ce référentiel VisualGuard. Mais si je veux un niveau de sécurité différent entre l'application 1 et l'application 2, je peux faire la même chose, application par application. Dans ce cas, je peux aller dans les paramètres de l'application et, si nécessaire, surcharger les préférences qui ont été définies au niveau global. Il suffit donc de quelques clics pour définir si et comment le MFA sera activé pour toutes les applications. Au niveau utilisateur, je peux l'activer pour tous les utilisateurs à la fois ou pour certains utilisateurs seulement. On a ici une case à cocher qui activera immédiatement le MFA pour cet utilisateur. La prochaine fois qu'il se connectera au système, il devra donc enregistrer son téléphone portable ou son adresse email. Voyons maintenant ce qui se passe quand l'utilisateur se connecte à l'application. Pour cette démo, j'utilise la même console web pour tester l'authentification MFA. L'utilisateur saisira comme d'habitude ses identifiants de connexion, mais la première fois qu'il voudra accéder à votre application, le système lui proposera de valider son email ou son numéro de portable. Disons que je veux valider le numéro de téléphone portable. Je dois cliquer ici pour envoyer un SMS. Le message arrive sur mon mobile. C'est un simple message que vous pourrez personnaliser. Celui-ci me donne un mot de passe à usage unique que je dois saisir pour m'authentifier et vérifier mon numéro de téléphone.
Ensuite, je vais faire la même chose avec l'adresse email comme ceci, ce qui va également envoyer un email que je viens de recevoir. Je peux copier le code, le coller, valider l'email et c'est tout. L'inscription est terminée et je peux maintenant me connecter à l'application. Comme plusieurs canaux ont été activés pour cette application, dans les paramètres généraux que nous avons vus précédemment, l'utilisateur peut choisir celui qu'il souhaite utiliser. Je peux recevoir un SMS avec un mot de passe à usage unique, comme ce que je viens de recevoir. Je vais le saisir pour me connecter. Je peux maintenant accéder à l'application comme d'habitude. Voyons maintenant l'architecture du MFA en production, avec les composants de VisualGuard. Tout d'abord, l'administrateur va gérer les comptes utilisateurs, mettre en place la politique MFA, définir les habilitations et différents paramètres de sécurité. Tout est stocké dans le référentiel VisualGuard. Celui-ci est connecté à une infrastructure cloud fournissant des services MFA. En production, l'utilisateur se connectera, comme nous l'avons vu juste avant. Le processus d'authentification sera géré par VisualGuard, qui transmet la demande d'authentification de l'utilisateur et son mot de passe. Si elle est validée, si le compte utilisateur est toujours actif et si le mot de passe est correct, une demande d'authentification MFA sera adressée à l'infrastructure cloud. Cette infrastructure cloud contactera directement l'utilisateur par SMS ou par email. L'utilisateur devra alors saisir un OTP ou cliquer sur un lien. L'infrastructure MFA enverra ensuite un feedback à l'instance de VisualGuard de votre serveur pour indiquer qu'il y a eu soit un succès, soit un timeout. Et en fonction de la réponse, votre instance de VisualGuard permettra à l'utilisateur d'accéder à l'application et de dérouler le reste du scénario comme d'habitude. Vous pouvez ensuite gérer les habilitations avec VisualGuard et dans ce cas, les autorisations de l'utilisateur seront chargées dans le runtime de VisualGuard. À chaque fois qu'une opération sensible est effectuée, cette transaction ou opération est tracée et enregistrée dans le référentiel de VisualGuard. Plus tard, l'auditeur ou l'administrateur pourra exploiter ces informations pour définir des alertes. Par exemple, si quelque chose d'important arrive, comme un virement élevé ou la création d'un compte avec des droits d'admin, une notification sera envoyée par email au personnel concerné. Mais tout commence par l'authentification et dans ce cas, l'authentification multifacteur. Maintenant, comment faire si vous voulez tester ces fonctionnalités sur votre application? Il s'agit d'une implémentation codeless, donc facile à réaliser. Il vous suffit de vous inscrire sur le site de VisualGuard pour obtenir une version d'évaluation. L'équipe vous assistera gratuitement pour la création d'un POC. Donc, si vous allez sur le site web de VisualGuard, vous pouvez vous inscrire ici et consulter la documentation en ligne ici. Vous avez ici tous les types d'applications que vous pouvez intégrer à VisualGuard, avec ici les pages dédiées à Power Builder. Ensuite, vous aurez des instructions détaillées avec toutes les étapes et les quelques lignes de code que vous devez inclure dans votre application pour instancier le moteur et commencer à travailler. Et si vous avez besoin d'aide pour votre POC, il vous suffit d'accéder au centre de support et d'ouvrir un ticket. À partir de là, nous vous assisterons à chaque étape.